Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier où on fait notre premier état des lieux trimestriel de l'industrie. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial dans lequel je vais vous parler des 3 grandes tendances et des autres tendances émergentes que je constate avec ma veille depuis des semaines, des mois, des années que je fais cette surveillance généralisée de l'état de l'industrie tech. Je note des choses qui ne sont pas simplement de l'actu, qui ne sont pas simplement du au jour le jour de l'industrie et qui sont des tendances sur un temps plus long avec un horizon plus large dont j'aimerais vous parler sans avoir la tête dans le guidon de l'actualité. Prendre le temps, en fait, tous les quelques mois, de vous faire cet état des lieux qui évoluera au cours des trimestres et dans lequel, donc, je vais vous noter ces tendances et leurs changements qui me paraissent importants à comprendre quand même pour comprendre, évidemment, l'industrie tech et l'influence qu'elle a sur nos sociétés. Comme je le disais, c'est pas toujours la tête dans le guidon. Bien sûr, l'actu est importante et c'est l'essentiel de mon travail dans cette émission. Mais là, je voudrais faire quelque chose d'un petit peu différent pour agrémenter la compréhension qu'on a de l'industrie. Alors, une chose importante à noter, si vous m'écoutez sur le flux normal public du Rendez-vous Tech, c'est que cet épisode est un épisode premium dans lequel vous aurez une partie de l'épisode dans le flux public, mais dont l'épisode entier sera réservé aux patriotes qui soutiennent financièrement l'émission. Donc, si vous êtes patriote et que vous écoutez sur le flux privé, vous aurez l'épisode entier. Mais c'est un nouveau format que j'essaye. Cet épisode sera sans doute un premier jet, mais l'idée est donc d'avoir un épisode qui ait une valeur ajoutée certaine pour les contributeurs, sans non plus totalement léser les personnes qui ne sont pas contributeurs du Patreon du Rendez-vous Tech. J'en profite pour vous rappeler que le Patreon est sur patreon.com/rdvtech et si vous voulez avoir accès à l'épisode entier, vous pouvez aller vous abonner. Évidemment, c'est l'un des nombreux bonus que vous aurez là-bas, avec du contenu en plus, avec les after-shows, les éditos, les previews de la semaine, etc., etc. Alors, je vais donc inclure dans l'épisode public que vous écoutez aujourd'hui une première de ces grandes tendances et je mettrai dans l'épisode privé réservé aux patriotes les tendances suivantes, y compris et également des tendances émergentes qui sont des petites choses que je note sans forcément passer énormément de temps dessus. J'en ai retenu 3, peut-être que pour les épisodes suivants ça sera différent, ça sera un format un petit peu différent. Donc, à chaque épisode qui viendra, je reverrai ce que j'ai dit sur l'épisode précédent et on verra si ça a évolué. Ça nous permettra, comme je le disais, de suivre les tendances et les évolutions de l'industrie sur un temps plus long. J'espère que ça vous intéressera. On verra ensemble puisque c'est la première fois que je le fais, donc peut-être qu'il y aura des choses à corriger. N'hésitez pas d'ailleurs, que vous soyez dans le flux public ou dans le flux privé, à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié de cet épisode. Je le répéterai un petit peu plus tard. Donc, pour ces 3 tendances, je vous parle d'abord, je suis sûr que vous imaginez que je vais vous parler d'IA, bien sûr, et évidemment, il y aura l'IA en 3e tendance, et je vous expliquerai comment j'utilise l'IA aujourd'hui, puisque ça a beaucoup évolué ces derniers mois, et je pense que ça peut être intéressant de vous faire un petit rapport sur mon usage personnel de l'IA. Mais pour la première, je ne vais pas vous parler d'IA, je vais vous parler d'autonomie stratégique, qui est évidemment un sujet qui est au cœur des préoccupations de l'industrie tech et des sociétés en général. Et vous allez voir que j'imagine que vous pensez déjà tout savoir sur ce qui se passe dans la tech, dans le domaine de l'autonomie stratégique, mais vous allez voir qu'il y aura peut-être des petites choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et la tendance que je note sur la question de l'autonomie stratégique, c'est un élargissement des domaines couverts par la question de l'autonomie stratégique. Évidemment, ça a commencé il y a quelques années de ça, avec essentiellement la question de la chaîne de production des fondeurs de microprocesseurs. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, vous vous en souvenez, il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec les microprocesseurs. Une immense partie d'entre eux viennent de Chine. Et donc, on a commencé à se demander s'il était judicieux de mettre tous nos œufs dans le même panier et d'avoir une quantité de production de ces composants qui sont essentiels, évidemment,
pour le fonctionnement de la société, puisque tout est un ordinateur. Vous allez voir que je reviendrai à cette question dans un instant. Tout est un ordinateur. Et donc, il faudrait qu'on ait au minimum un certain nombre de processeurs fabriqués dans l'Union européenne. C'est la même question aux États-Unis et ailleurs, bien sûr, pour pouvoir, en cas de problème, pallier au plus pressé. Évidemment, l'idée n'est pas de faire fabriquer tous nos processeurs dans l'Union européenne pour équiper tous nos appareils. Mais par contre, si on n'a plus de processeurs pour équiper les appareils critiques à l'infrastructure, eh bien là, c'est un problème. Donc, cette question s'est posée et on commence à se dire qu'il faut ramener les choses chez nous. Je vais y revenir dans un instant. Mais je veux noter également que si c'est l'événement dont on se souvient le plus, il y a également eu avant ça la question, vous vous en souviendrez peut-être, des équipements réseau, avec le matériel Huawei qui était inclus à notre infrastructure de téléphonie mobile et donc de réseau. Il y avait beaucoup de routeurs et d'autres appareils qui étaient intégrés à nos infrastructures. Et la question s'est posée aux États-Unis puis en Europe est-ce qu'il est judicieux d'avoir des appareils fabriqués en Chine qui sont dans des éléments aussi cruciaux de notre infrastructure, aussi critiques. Et vous vous souviendrez sans doute que la plupart des opérateurs de téléphonie mobile ont fini par faire retirer les appareils Huawei de leur infrastructure. Évidemment, la crainte est que, étant donné que ces appareils sont connectés à Internet et ils sont si critiques, à un moment, s'il y a un problème, le gouvernement chinois pourrait imposer à Huawei de faire des choses sur ces éléments d'infrastructure et donc de bloquer Internet dans les pays occidentaux ou dans les pays ennemis, si les choses dégénèrent. Et on voit en ce moment que les choses peuvent dégénérer assez vite. Donc, Huawei a déjà posé cette question. Les fondeurs de microprocesseurs l'a posé encore plus au moment du Covid. Et du coup, il y a deux questions que ces deux éléments posent. Il y a d'une part la question de la dépendance stratégique des composants, qui est matériels, physiques, ce sont des composants physiques qui sont dans nos ordinateurs et dans nos appareils et qu'il faut pouvoir fabriquer soi-même. Et il y a aussi la vulnérabilité par mise à jour, qui est une question peut-être encore plus intéressante. Le premier problème, la question des composants, c'est une question qui est industrielle. C'est une question qui est que... le problème que ça pose, c'est qu'on ne peut pas facilement ramener, entre guillemets, chez nous, la production de ces composants. Parce qu'elle implique un savoir-faire et une expertise qu'on n'a pas forcément ici. Alors, je devrais qualifier ce que je dis. On ne peut pas la ramener chez nous. Je dis, c'est pas facile de la ramener chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est que c'est une question à un horizon plus lointain. C'est une question de temps, d'investissement, et que on ne pourra pas avoir une grosse force de frappe dans ce domaine immédiatement. Ça prendra 5, 10, 15 ans. Et c'est un investissement sur le long terme. Il faut noter aussi qu'on a déjà des fondeurs en Europe, dans l'Union européenne, qui fabriquent, je crois, quelque chose comme 10 ou 15% de la production mondiale, ou peut-être qu'on est autour de 10, mais ça n'est pas inexistant. Par contre, pour les puces les plus modernes, avec la finesse de gravure la plus grande et qui demande la plus grande expertise, etc., eh bien, ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande une expertise qu'on n'a pas. On s'en rend compte d'ailleurs aux États-Unis. L'idée de ramener toute cette fabrication, toute cette industrie aux États-Unis est beaucoup plus facile à souhaiter qu'à implémenter. Je voudrais tout de même noter quelque chose, c'est que le fait que ça soit difficile ne veut pas dire que c'est impossible, bien sûr, et ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer dans cette initiative. Si ça prend 5 ou 10 ans, peut-être qu'on sera content dans 5 ou 10 ans d'avoir plus de capacité dans ce domaine, et donc il vaut mieux s'y prendre maintenant. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir 100% de notre production ici, l'idée n'est pas d'avoir non plus forcément tous les processeurs les plus puissants, mais d'avoir aussi au minimum quelque chose qui puisse nous permettre, entre guillemets, de nous débrouiller. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je crois. Donc ça, c'est pour les composants vraiment physiques. Il y a aussi une question qui est la question de l'ordinateur et du fait que tout est un ordinateur aujourd'hui. C'est le problème qui se posait avec les ordinateurs Huawei. Tout est un ordinateur qui est connecté à Internet. Bon, les routeurs, c'est directement connecté à Internet, mais si on ne veut pas de routeurs chinois dans notre infrastructure, est-ce qu'on serait capable, par exemple, d'accepter des smartphones ou, alors les smartphones aussi, c'est peut-être facilement envisageable comme problème, mais par exemple,
des voitures. Est-ce que le fait d'avoir des voitures électriques connectées à Internet, d'ailleurs électriques ou pas, hein, peu importe, mais connectées à Internet et qui puissent être mises à jour immédiatement, à n'importe quel moment, ça ne pose pas également un problème. Alors, sans aller jusqu'à l'image dramatique de, imaginez si le Xi Jinping appuie sur le bouton couper les freins de toutes les voitures vendues en Occident, sans aller jusque-là, on peut par exemple imaginer qu'une mise à jour désactive tous les véhicules qui sont à l'arrêt. Ben voilà, on ne peut plus les démarrer. Eh bien, ça créerait un chaos évidemment immense. Alors, je prends l'exemple des voitures, mais j'insiste sur le point que je mentionnais à l'instant. Tout est un ordinateur aujourd'hui. De votre toaster à votre vrai ordinateur, en passant par les frigos et les machines à laver, tout est un ordinateur. Est-ce qu'il faut se mettre à se dire que il faut faire attention à la chaîne de production et à l'origine et à l'autonomie stratégique de tous ces appareils? Alors, je n'ai pas la réponse. La question et le problème que ça pose est réel et je ne saurais pas vous dire si la réponse est oui, non, peut-être. C'est vraiment une question avec laquelle se débattent tous les gouvernements aujourd'hui, parce que c'est une vraie question. Mais j'ajoute une troisième question et un troisième problème qui est celui des algorithmes. Parce que là, on a parlé de matériel, mais il y a aussi des questions logicielles, /services, /plateformes. Et je note dans mes notes, c'est la question de TikTok, parce que c'est vraiment le catalyste pour tous ces problèmes. C'est le premier réseau social, le premier service en ligne qui a véritablement une popularité monumentale en Occident et qui donc pose ce genre de questions aussi pour le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la question des données privées qui sont captées par ces services, qui se pose, mais encore plus importante quand on parle d'autonomie stratégique, il y a la question de l'influence que peuvent avoir ces contenus et surtout les algorithmes qui contrôlent ce qu'on présente ou non aux utilisateurs, donc l'influence que peuvent avoir ces contenus sur les utilisateurs. Je vous avais donné dans l'émission il y a quelque temps un exemple d'un article sur la manière dont Taïwan et la jeunesse à Taïwan semblent influencés par ce que présente TikTok au pays. Évidemment, la relation entre Taïwan et la Chine et la manière dont la population taïwanaise considère la Chine est une question absolument essentielle pour la société taïwanaise et, à vrai dire, pour le gouvernement chinois. Donc, si on peut influencer de manière subtile la population, par les médias, et il n'y a pas vraiment de raison de se dire que les médias pourraient influencer des populations avec les médias traditionnels, télévision, presse, etc., et pas avec les réseaux sociaux. C'est absurde de dire que l'influence peut exister dans un domaine et pas dans l'autre. Eh bien, si cette influence peut exister, la question de l'algorithme devient une question centrale du problème de l'autonomie stratégique. Donc ça, c'est une troisième forme que prend ce sujet. Je vais vous donner encore un autre exemple. On voit, et on l'a noté, c'est quelque chose que je constate également dans ma veille depuis quelques mois, on note une sorte de présence accrue de vidéos sur TikTok qui montrent la Chine comme un pays idyllique. Alors qui présente tous les avantages qu'il y a en Chine avec des villes ultra-modernes, des environnements propres, etc., etc. Ce qui n'est certainement pas faux. Il n'est pas question de se dire que ce qu'il présente est faux. Mais par contre, il n'y a aucune forme de critique ou d'analyse de la structure du gouvernement chinois et de la manière dont le gouvernement est restrictif. On peut dire que la Chine est un pays totalitaire où la critique est interdite. Donc, c'est un problème qui est réel, qui présente la Chine sous son meilleur jour en auscultant, non, c'est pas auscultant, en oubliant totalement les questions controversées. Donc, ça, c'est une manière dont on peut imaginer que la Chine peut-être apprécie le fait de pouvoir mettre en avant, et peut-être que c'est pas présenté de manière coercive. Peut-être que c'est simplement la société ByteDance
qui est une société chinoise qui comprend bien que pour être du bon côté de la considération du gouvernement chinois, eh bien, il vaut mieux peut-être utiliser l'algorithme pour subtilement présenter des choses plutôt positives sur le pays, y compris en Occident. Et j'ajoute un dernier point sur ce sujet précis des algorithmes, c'est que la manière dont TikTok est en train aux États-Unis spécifiquement, le rachat de TikTok US, donc de l'activité américaine de TikTok, est en train de prendre forme, pose la question de l'influence de l'idéologie d'extrême droite aux États-Unis sur la nature du réseau TikTok. Et la nature du réseau TikTok spécifiquement aux États-Unis. Donc exactement les questions qui se posent avec l'influence de la Chine se posent avec l'influence des US sur le business américain de TikTok. C'est un sujet qu'on couvre régulièrement également. Donc ce sont aujourd'hui les mêmes questions. Ce sont des questions, je veux le mentionner, qui ne se posent pas de la même manière dans un pays où les médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, sont indépendants. Mais on constate qu'en particulier aux États-Unis, les médias sociaux ou non ont de plus en plus de mal à être indépendants, et la structure spécifique de TikTok US montre que cette indépendance est assez difficile à établir de manière certaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà pour les trois choses qui me sautent aux yeux quand je parle d'autonomie stratégique: la question des composants, spécifiquement des puces, la question des ordinateurs, parce que tout est un ordinateur, donc si on veut s'en départir, il faut se départir de tout quand c'est produit dans un pays qui nous inquiète, et enfin la question des algorithmes avec TikTok, mais pas que, cette question se pose pour tous ces sujets. Donc voilà pour la première tendance que je voulais noter. On va arrêter la partie publique de cette question, de cet épisode ici. Il y a encore beaucoup de sujets à traiter, notamment les deux sujets principaux, les deux grandes tendances supplémentaires, et puis quelques tendances émergentes en plus. Et comme je vous le disais, la troisième va vous étonner, puisque quand je vais parler d'IA, évidemment je vais parler d'IA, je vais vous parler de la manière dont j'utilise moi-même l'IA aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir écouté, si vous êtes sur le flux public, cet épisode, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode suivant. Et pour les patriotes, eh bien, on va continuer notre aventure tout de suite. Bye bye les auditeurs du flux public. Je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.